Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va retourner dans une rubrique que j'avais un petit peu mise de côté. Il s'agit bel et bien de celle des serial killers, les tueurs en série, et aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on va attaquer l'un des pires monstres, l'un des pires psychopathes de l'histoire des États-Unis. Et ce, grâce surtout à sa renommée, enfin il a pu redonner de la lumière à son nom, grâce, enfin je veux dire malheureusement, grâce au buzz médiatique de ces dernières années. Un tueur connu pour avoir tué 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Des hommes principalement issus de la communauté gay et de la communauté afro-américaine. Je parle bien sûr de Jeffrey Dahmer. Et cette vidéo va faire un petit peu plaisir parce que je vais faire deux dédicaces. La première forcément à ma petite Martine, ma meilleure amie, car elle adore quand je parle de tueurs en série. Et aussi à Virginie, la maman de mon meilleur ami qui elle aussi voulait, elle attendait depuis un bon moment que je parle justement de Jeffrey Dahmer. Donc, vous allez être contente, votre vœu va être exaucé. Au programme, viol, démembrement, cannibalisme et nécrophilie. Donc je vous le dis tout de suite, âme sensible, s'abstenir. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. Jeffrey Dahmer est né à Milwaukee dans le Wisconsin le 21 mai 1960 du couple Lionel Herbert Dahmer et de Joyce Annette. Cette dernière va quand même souffrir d'une petite dépression après une grossesse très compliquée. Mais 6 ans plus tard, donc en 1966, elle donnera naissance au frère de Jeffrey, un petit David. Je vous le dis tout de suite, le couple, il était aimant, les enfants étaient tous désirés et on était dans un environnement très sain, très stable. L'enfance de Jeffrey s'est passée vraiment sans aucune encombre. Il a grandi dans un foyer vraiment, tout ce qu'il y a de plus normal. Des balades avec son père, des moments de complicité avec sa mère, une bonne relation avec le petit frère également. Donc, rien ne pouvant expliquer les horreurs qu'il va s'apprêter à commettre bien plus tard. On est vraiment sur une enfance normale, aucun signe de maltraitance, que ce soit physique ou psychologique. Donc, la thèse que la psychopathie vienne d'un événement traumatique de son enfance est totalement écartée. Quand bien même son enfance va être caractérisée par de nombreuses otites et de nombreuses pharyngites. C'est un enfant qui a une petite santé. L'année de ses 8 ans, Jeffrey et sa famille décident de déménager dans l'Ohio. Et là, par contre, la personnalité de Dahmer va commencer un petit peu changer. L'enfant joyeux va devenir... Enfin, l'enfant joyeux qui s'amusait à énormément jouer avec son chien va changer de tout au tout. Il va devenir un enfant très réservé, il va avoir tendance à s'isoler, à rester tout seul dans son coin, très timide, voire même totalement introverti. Et même, les enfants vont commencer à le trouver un petit peu bizarre. Et cela pourrait s'expliquer par le fait que durant son enfance, et pas très loin de cet événement, Jeffrey va se faire opérer d'une double hernie. Et c'est à la fin de cette intervention, donc après l'opération, que le comportement de Jeffrey va commencer à changer. La mère va particulièrement s'inquiéter parce qu'elle se dit « Mais qu'est-ce qui arrive à mon petit garçon si joyeux, si jovial ?» Il n'est plus le même. Son père, par contre, lui, va mettre ça sur le compte, sur le dos du fait qu'ils ont déménagé, ils ont quitté le Wisconsin pour l'Ohio, et aussi l'arrivée du petit frère, donc c'est beaucoup de changements qui peuvent bouleverser un enfant. Quand bien même cette réaction, que ce soit la réaction de la mère qui est un petit peu inquiète et celle du père qui est plus rationnelle, là on est vraiment sur deux réactions de parents tout à fait normales. Petite anecdote, Jeffrey va se lier d'amitié avec un petit garçon
et aussi être fou d'admiration envers une de ses institutrices. Il va d'ailleurs lui offrir un bocal rempli de têtards pour vraiment en guise vraiment de reconnaissance et vraiment, comme je vous l'ai dit, d'admiration. Cependant, cette institutrice va offrir le bocal au garçon avec lequel Jeffrey s'était lié d'amitié. Cela ne va pas lui plaire et un jour, il va rentrer en douce dans le garage donc de la famille du garçon, enfin de son ami, de son jeune ami. Et par colère, il va remplir le bocal d'essence pour tuer tous les têtards. Et c'est vraiment à partir de cet événement que Jeffrey va devenir un enfant froid, vraiment souvent aigri et totalement inflexible. Il ne montre aucun trait de personnalité, aucune émotion, rien ne paraît sur son visage. Arrivé l'âge de ses 10 ans, Jeffrey va commencer une macabre lubie. Avec son vélo, il va sillonner les maisons de son quartier à la recherche de cadavres d'animaux, pour après les emmener avec lui soit dans sa maison, ou plus souvent dans un petit bois à l'arrière de sa maison qui n'est pas loin de là où il habite, et va commencer des expériences particulièrement infâmes. Il va clouer vraiment, il va crucifier carrément les cadavres d'animaux, et va littéralement même empaler la tête d'un chien sur une branche. Un cimetière personnel, si je ne peux parler ça ainsi, qui va perdurer jusqu'à l'âge de ses 15 ans. Vous l'ignorez peut-être, mais le meurtre d'animaux, ou dans le cas de Jeffrey, donc justement les expériences avec des cadavres et des carcasses d'animaux, fait partie d'une des cases à cocher qui peuvent favoriser le risque de développer une psychopathie menant à vraiment un passage à l'acte et de devenir un véritable tueur en série. Mais quand bien même ça augmente le risque, là vous voyez bien que là il ne tue pas les animaux en fait. Donc déjà là c'est un petit peu faussé en fait. Et vous allez voir plus tard que Jeffrey Dahmer va être un tueur en série très particulier. Mais bon, la psychopathie, ça c'est pour une autre vidéo. Durant sa puberté, il découvrira son homosexualité, chose qu'il, bien entendu, cachera à ses parents. Et à l'âge de ses 13 ans, il va sombrer dans l'alcoolisme, où il va vraiment venir en cours totalement ivre, sentant très mauvais, enfin, limite sentant vraiment l'alcool, et toujours muni d'une fiole souvent remplie, je ne sais, de vodka ou alors même de whisky, toujours dans son manteau ou dans son sac à dos. Son alcoolisme peut être un petit peu, on va dire, expliqué par le fait qu'en 1977, les parents de Jeffrey divorcent. Ça peut être, on va dire, l'élément déclencheur qui aurait pu pousser un jeune de 13 ans à sombrer dans l'alcoolisme. Il va quand même réussir à obtenir son diplôme, va vouloir tenter d'aller à l'université grâce à l'appui de son père qui va vraiment le pousser en mode « non, tu dois y aller ». Son père va vraiment être derrière lui pour l'aider à vaincre l'alcoolisme. Cependant, il va être viré de l'université de l'Ohio, même pas après un trimestre. Son père va essayer encore, on va dire, de le pousser, vraiment de le soutenir à essayer de s'en sortir dans la vie, et va alors l'inscrire à l'école militaire. Et pendant 1 an, ça va bien se passer, mais rebelote, Jeffrey va être renvoyé de l'école militaire à cause de son problème d'alcool. En 1981, il décide de partir pour la Floride pour éviter de se confronter à son père. Peut-être que lui en avait un petit peu marre, on va dire. Peut-être que lui ne voulait pas être aidé légèrement. Et son père était toujours sur son dos vraiment pour le pousser au maximum pour vraiment y arriver. Donc il était vraiment très soutenant. Mais apparemment Jeffrey n'en voulait pas cette aide, clairement. Car durant son séjour en Floride, il va vraiment aller de nombreuses fois à l'hôpital parce qu'il n'a nulle part où aller. Toujours ivre, toujours éméché, et à chaque fois forcément il va se faire envoyer de l'hôpital. Parce que ce n'est pas un lieu pour recevoir les gens uniquement parce qu'ils sont bourrés. Et à son retour donc dans l'Ohio, son comportement avec l'alcool va continuer de s'aggraver. Et il va même être arrêté pour trouble de la voie publique et forcément pour état d'ébriété, justement, toujours sur la voie publique.
Et en 1982, Jeffrey Dahmer va partir vivre chez sa grand-mère à West Allis, dans le Wisconsin. Il va y rester principalement durant 6 ans. Et là, la grand-mère va découvrir des comportements très suspects de la part de son petit-fils. Elle va retrouver un jour une arme à feu sous le lit de Jeffrey de type Magnum, et va également retrouver un mannequin de magasin de type homme, mannequin avec lequel Jeffrey Dahmer s'est adonné à énormément d'actes sexuels. Il va également réaliser de sordides expériences, car des odeurs absolument infâmes vont émaner du sous-sol de la grand-mère. Et Jeffrey va déclarer qu'il s'est adonné à des expériences en ayant trouvé un cadavre d'écureuil et en ayant eu le souhait de vouloir le dissoudre dans de l'acide chlorhydrique. Malheureusement, vous allez découvrir plus tard qu'il ne s'agit pas d'un écureuil. Et d'ailleurs, en 1982, il va être arrêté pour exhibitionnisme. Lorsque totalement ivre, il va baisser son pantalon. Et encore une autre condamnation en 1986, lorsqu'il s'est masturbé en public. En 1988, c'en est trop pour la grand-mère. Elle décide de mettre Jeffrey dehors, ne supportant plus son attitude, ses lubies très douteuses, et également son problème d'alcool et ses déboires avec la justice. Il trouvera quand même un emploi dans la chocolaterie d'Ambrosia, dans le Wisconsin, toujours à Milwaukee. Mais le 26 septembre 1988, il va être arrêté et condamné pour le viol d'un mineur de 13 ans. Un viol avec l'utilisation de drogues hallucinogènes et soporifiques. À la base, l'accusation avait préconisé 5 ans d'emprisonnement, mais durant l'audience, Jeffrey a réussi, on va dire, à amadouer, parce qu'il avait, les psys l'avaient quand même analysé comme un manipulateur, et avait réussi à, on va dire, faire pleurer dans les chaumières, grâce à son désir de conserver son travail et de vouloir enfin rentrer dans le moule de la société, de rentrer sur le droit chemin. Cela va marcher car il va bénéficier d'une libération conditionnelle. Donc les conditions, c'est qu'il a le droit d'aller à son travail, mais doit purger sa peine en revenant le soir dans un établissement pénitentiaire. Cela va fonctionner pendant 10 mois, car après 10 mois, il va être libéré pour bonne conduite et va déménager après sa libération dans un nouvel appartement, toujours dans le Wisconsin. Mais maintenant, nous allons faire un retour en arrière en 1978, l'année qui va signer le passage à l'acte de Jeffrey Dahmer. Vraiment son premier meurtre, et cela ne va être que le début d'une effroyable série avec des crimes particulièrement abominables. Juin 1978, donc avant qu'il aille vivre chez sa grand-mère, Jeffrey est âgé de 18 ans. Ce jour-là, son père est parti au travail et la mère avait déjà quitté le cocon familial avec son petit frère. Il décide alors d'inviter chez lui un autostoppeur, donc Steven X, un autostoppeur qu'il a accosté. Il va l'inviter à boire des bières, ils vont coucher ensemble, et au moment où Steven va vouloir partir, Jeffrey va alors rentrer dans une colère noire. Il va se munir d'une barre de musculation, donc les barres latérales qui servent à mettre les haltères dessus. Il va fracasser l'arrière du crâne du pauvre Steven X et va l'étrangler jusqu'à le tuer. Une fois le crime terminé, il va démembrer le corps de Steven et enterrer les restes dans le jardin familial. Second meurtre, 9 ans plus tard, le 15 novembre 1987. Et là, Jeffrey va tuer Steven Tuomi. Lorsqu'il était parti à l'hôtel avec ce dernier, ils ont passé la nuit ensemble. Et à son réveil, il va se réveiller à côté du cadavre, avec la bouche de Steven qui était encore remplie de sang. Cependant, Jeffrey n'a aucun souvenir de cet événement. Pour lui, c'est totalement flou, il n'en a aucun souvenir. Ça a disparu de sa mémoire.
Donc on peut supposer qu'il l'a tué sous l'effet d'une impulsion. Cela ne va pas l'empêcher justement d'être assez rationnel pour mettre le cadavre dans une valise, rentrer donc chez sa grand-mère. Arrivé chez sa grand-mère, il va violer le cadavre, démembrer le corps. Et forcément, vous l'avez deviné, c'est ça. C'est enfin Stephen Tuomi, c'est lui le fameux écureuil. Car une fois après s'être donné à ses plaisirs abominables, il va se débarrasser des restes en les jetant dans des poubelles. Il continuera de tuer de manière épisodique. 2 victimes supplémentaires en 1988 et une en 1989. Toujours avec le même mode opératoire, mais on y reviendra plus tard. Cependant, il va même, au moment de son arrestation, il a toujours le squelette d'une de ses 3 victimes de l'époque, celui d'Anthony Sears. Et une fois bien installé dans son appartement insalubre de Milwaukee, là son ardoise criminelle va continuer de s'alourdir avec 4 nouvelles victimes en 1990 et 2 victimes en 1991. D'ailleurs, là on va partir sur une victime au destin particulièrement funeste. 27 mai 1991, Conrad Sinta-Somphone. Ce nom peut on va dire, être particulier car il s'agit du frère cadet de la victime de viol sous drogue où Jeffrey Dahmer avait été condamné et était sorti après 10 mois de prison. Là, c'est là que ça peut paraître vraiment très effroyable niveau le destin de cette famille détruite par le même individu. D'ailleurs, ce jour-là, donc le 27 mai 1991, Conrad va être aperçu groggy, vraiment dans un état totalement second, complètement nu et ensanglanté. Et lorsque ce spectacle va attirer 2 passantes, ces 2 dames ne vont pas hésiter une seconde, elles vont appeler le 911. Quand soudain, Jeffrey va alors débarquer pour dire « Ah mais non, je le connais, c'est mon petit copain, il a 19 ans, il parle pas anglais, il a sûrement trop bu et du coup il s'est blessé, vous inquiétez pas, je vais le ramener avec moi. » Les 2 passantes, elles, n'y croient vraiment pas une seule seconde. Pour elles, c'est du vent, elles savent très bien, elles ont vite compris que ce garçon, il n'a pas 19 ans, non, en réalité il en a 13. Et elle décide d'attendre la police avant vraiment de laisser vraiment Conrad livrer à lui-même. La police va arriver sur les lieux, Jeffrey va redire la même version qu'il a donnée aux 2 passantes, et les policiers vont reconfier Conrad à Jeffrey, malgré vraiment les craintes et vraiment les protestations des 2 passantes. Non, mais vous êtes aveugle. On voit bien qu'il n'a pas 19 ans. On voit que c'est un jeune garçon. Vous n'allez pas le laisser avec cet homme. Il ne parle pas le garçon ne parle pas anglais, rien du tout. Mais ça ne suffira pas pour convaincre les policiers. Ils vont même raccompagner Conrad et Jeffrey dans le triste immeuble, le triste appartement. Ils vont d'ailleurs sentir une odeur nauséabonde. Ils vont le consigner dans leur rapport. Mais ça n'ira pas plus loin. Ils n'iront même pas jusqu'à prendre... Ils ont quand même pris l'identité de Jeffrey, mais sans aucune autre recherche approfondie. Ils ne se sont même pas assez renseignés pour savoir que Jeffrey était encore sous condition pour le viol d'un mineur, et n'ont même pas pris l'identité du jeune garçon. Sinon, ils auraient pu se rendre compte que le jeune garçon n'est autre que le frère de la première victime de Jeffrey, la première victime de viol. Une paresse policière, qui aurait pu encore sauver beaucoup de personnes. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. On saura plus tard que l'odeur nauséabonde qui venait de l'appartement venait du cadavre de Tony Hughes, la dernière victime en date au moment des faits de Jeffrey. Et Conrad sera tué quelques instants plus tard, la même soirée. Il sera étranglé, démembré, et le squelette de Conrad servira de souvenir à Jeffrey.
Et au cours de l'été 1991, Jeffrey va sillonner tous les bars gays donc, de Chicago et de Milwaukee, donc dans le Wisconsin, à la recherche de nouvelles proies. Et là, le tableau va une nouvelle fois, s'alourdir. Le 30 juin avec Matt Turner, le 7 juillet avec Jeremiah Wayne Berger, le 12 juillet avec Oliver Lacey et le 19 juillet avec Joseph Brenhoft. Et ce dernier, lui, avait été attiré chez Jeffrey avec de l'argent. Et après avoir tué donc Joseph, Jeffrey va alors décapiter le cadavre et mettre la tête dans le réfrigérateur. Oui, à partir de là, c'est là qu'on va attaquer les choses très peu ragoûtantes. Et toutes ces victimes avec le même mode opératoire. Jeffrey va les accoster dans les bars gays, les inviter chez lui pour du sexe ou alors en posant pour des photos pour de l'argent. Il va leur offrir un verre contenant un somnifère. Il va après donc les tuer en les étranglant. Va violer les cadavres. Prendre des photos justement parfois, il l'a pas fait avec tout le monde, mais prendre des photos des cadavres dans des positions sexuelles ou vraiment très suggestives. Après cela, il va démembrer les corps. Et soit il va faire dissoudre les morceaux, soit les conserver, voire même des fois les prendre en photo avec un Polaroid pour voir justement l'évolution de la décomposition des chairs. Ces photos d'ailleurs vont énormément servir à Jeffrey parce que pour lui c'est un petit peu c'est ce qui va vraiment lui servir pour s'exciter. Il va d'ailleurs de nombreuses fois se masturber sur les photos, que ce soit les photos des cadavres dans les positions ou alors des morceaux en train de se décomposer. Pour lui c'est la même chose. Il va même révéler que certains cadavres il les éventrait car pour lui les tripes encore tièdes, c'était vraiment sa zone érogène. Vraiment, c'était vraiment le point qui l'excitait le plus et c'est ce qu'il aimait le plus justement dans le corps humain. Vraiment, j'ai même pas de mots pour terminer cette phrase en fait. Tellement que ça me paraît justement totalement what the fuck. Et dire que moi je juge les gens qui sont fans de pieds. Et Jeffrey va d'ailleurs s'adonner à de sordides expériences car il avait le souhait de pouvoir transformer ses victimes en zombies. Du coup, comment est-ce qu'il tirait son compte? À l'aide d'une perceuse, il faisait un trou dans la boîte crânienne et il s'amusait à verser dans ce trou soit de l'eau bouillante, soit de l'acide chlorhydrique. Et le plus effroyable, c'est que parfois, certaines de ses victimes étaient encore en vie lorsqu'il s'adonnait à ces terribles expériences. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'à partir d'un moment, il va décapiter les cadavres, faire bouillir les têtes pour pouvoir faire ramollir la peau et enlever plus facilement les chairs humaines, pour ne garder en soi que le crâne, pour pouvoir les repeindre et les exposer chez lui comme de la décoration. Et les chairs humaines, il en faisait quoi selon vous? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. C'est bon, vous avez trouvé? Vous avez deviné? Oui, il va les manger. Il va d'ailleurs même déclarer, lorsqu'il fut arrêté, qu'il a recherché énormément de recettes pour savoir laquelle était la meilleure pour manger de la chair humaine. Et il va aussi s'adonner à quelques plaisirs supplémentaires où il va garder les mains et les organes génitaux de ses victimes en guise de trophée. Bien entendu, cela va engendrer quelques nuisances. Les voisins de son immeuble n'en peuvent plus des odeurs infectes qui émanent de son appartement.
Les voisins vont de nombreuses fois appeler la police. Et forcément, la police ne va rien faire. Mais oui, l'appartement se trouve dans un quartier principalement occupé par des membres de la communauté afro-américaine. Et la police de l'époque était très axée sur le white privilege. La police, à chaque fois, ne va rien garder. Ils ne vont jamais porter le moindre intérêt pour les déclarations de l'immeuble. Alors que ça va faire des mois, voire même des années, que les plaintes s'accumulent. Mais les forces de l'ordre restent toujours dans leur coin. Forcément, ils se disent, des noirs qui se plaignent, pour eux, c'est simplement pour se faire voir. Ou alors s'en prendre à un pauvre blanc qui ne demande rien. Oui, on l'a bien vu avec l'affaire de Conrack. Il suffisait que Jeffrey arrive, un blanc qui arrive et qui parle. « Ah, oui, c'est votre compagnon, monsieur, on vous le ramène. » Ça va être particulièrement jugé au moment de l'audience. Clairement, tous les policiers qui ont été mis au courant de cette affaire, que ce soit les 2 policiers qui étaient présents au moment de l'affaire avec Conrack, ou tous ceux qui ont reçu les plaintes, eh bien, je doute très fort qu'à partir du moment où la vérité a éclaté, que ces personnes ont pu se voir ne serait-ce qu'un jour devant le miroir. Tout cela va quand même enfin prendre fin le 22 juillet 1991, avec Jeffrey Dahmer qui ramène chez lui Tracy Edwards, le menotte, désire mettre à la télé L'Exorciste 3, très bon film au passage, mais bon, là n'est pas le propos, et par chance, enfin surtout par miracle, et par débrouillardise, même si on sait très bien qu'à mon avis, on se doute à mon avis qu'il y a dû avoir une petite intervention divine, Tracy a réussi à s'échapper. Il a couru le plus vite possible, une fois qu'il était sorti de l'appartement de l'horreur. Va réussir à accoster une voiture de police. Bien entendu, au début, les policiers ne vont même pas écouter les déclarations de Tracy Edwards. Pour eux, c'est sûrement un drogué qui est en train de divaguer, qui fait un bad trip. Mais là, par contre, là, il va donner un peu trop de détails, Tracy Edwards. Là, ça va quand même enfin faire tomber la pièce aux policiers, qui vont en plus se remémorer. Alors ils vont, quand il va dire, quand Tracy Edwards va dire le nom du garçon, donc Jeffrey Dahmer, là, les policiers vont parler entre eux. Ils vont se dire, mais on a déjà entendu ce nom quelque part. Ils vont enfin mettre en relation les déclarations de Tracy Edwards et l'affaire de Conrack. J'ai envie de dire, il était un peu temps, les cocos. Et là, les patrouilles, enfin, la patrouille en question, avec énormément de renforts, vont décider enfin de se rendre sur les lieux. Ils vont arrêter Jeffrey. Et là, les découvertes vont être absolument insoutenables. Une image capable de traumatiser même l'esprit le plus fort. Et une odeur vraiment indescriptible. Et dans l'appartement, on va trouver des bocaux contenant des têtes, des morceaux de corps humain, pareil, des membres humains dans le frigo ou dans le congélateur, un cœur humain, des squelettes dans les placards, des membres nécrosés dans les tiroirs de cuisine, et même 3 torses d'hommes en train de baigner dans un tonneau rempli d'acide chlorhydrique. Là, on coche toutes les cases pour vraiment tomber sur la maison de l'horreur. Dans ce cas-ci, l'appartement de l'épouvante. Et en 1992, Jeffrey Dahmer sera condamné à 15 peines à perpétuité, c'est dur à dire, et une 16e va être rajoutée avec son premier meurtre, celui de Stephen Hicks. Il sera incarcéré dans la prison de Columbia, dans le Wisconsin. Et durant sa peine de prison, Dahmer va être attaqué à 2 reprises. La première attaque, en juillet 1994, où un autre détenu a tenté d'égorger Dahmer lorsque ce dernier allait retourner en cellule. Mais finalement, Jeffrey n'aura que de petites blessures légères. Mais le 28 novembre 1994, Dahmer, alors qu'il était en train de faire son service de nettoyage dans la salle de gym, va être attaqué avec
de Jesse Anderson par un troisième détenu, Christopher Scarver. Il va alors passer les deux hommes à tabac avec une barre de traction, donc la même barre de musculation qui a servi à Dahmer pour commettre son premier meurtre. Là, on est un petit peu sur une ironie de la chose, vraiment plus que flagrante. Scarver va alors déclarer avoir voulu tuer Dahmer, car selon lui, Jeffrey ne regrettait en aucun cas ses crimes. Et Jeffrey Dahmer va mourir de ses blessures sur le chemin de l'hôpital dans l'ambulance. Il finira par être incinéré selon ses propres volontés et ses cendres vont être dispatchées en deux parties pour forcément ses deux parents. Mais les parents vont se disputer le cerveau de Jeffrey, car surtout la mère veut savoir qu'est-ce qui peut expliquer que son fils, qui était à l'époque un enfant normal et si rayonnant, dégageant vraiment le bonheur, la normalité, et que son fils soit devenu un monstre particulièrement effroyable, dont la théorie du fameux criminel né, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a eu aucun cas de maltraitance, il n'y a pas vraiment eu de torture sur les animaux parce qu'ils étaient déjà morts, c'était des expériences, il n'y a pas eu de chute, pas de blessure ni de traumatisme crânien, il n'y a aucune trace d'énurésie ni de trace de pyromanie. En gros, on ne trouve aucune case cochée favorisant un trouble psychopathique menant à un passage à l'acte pour devenir un tueur en série. Là, on n'y trouve vraiment rien. On n'a rien pour expliquer. La mère veut vraiment savoir comment est-ce que son fils est devenu le monstre qu'il est. Le monstre qu'il est, quoi. Et après ces événements effroyables, des pasteurs évangéliques vont venir exorciser l'appartement de Jeffrey avant que ce dernier soit totalement démoli, pour éviter qu'un culte il soit vraiment naisse, vraiment, pour éviter qu'il y ait un culte qui naisse vraiment sur les lieux et que ce lieu devienne vraiment un lieu de rendez-vous pour vraiment, pardonnez-moi l'expression, pour de gros cinglés. D'ailleurs, même la rue, le nom de la rue va être modifié pour essayer, on va dire, d'oublier que la rue avant a été témoin des actes effroyables et monstrueux de Jeffrey Dahmer. Et forcément, ce monstre a été mis en avant de nombreuses fois dans la culture populaire. Dans, par exemple, la saison 2 avec l'épisode 13 d'X-Files, où là, le protagoniste de l'épisode était vraiment tiré, vraiment que ce soit au niveau des traits physiques, ou alors des actes de Jeffrey Dahmer. On a également deux interprétations en film, avec Jeremy Renner en 2002 et Ross Lynch en 2017, tous deux endossant le rôle de ce tueur en série. Ou plus sobrement avec des références comme dans Scream 4, Esprit criminel, Supernatural ou Glee. Et tant qu'on est avec Ryan Murphy, on a également deux adaptations en série avec American Horror Story, donc la saison Hotel, où là Jeffrey Dahmer est interprété par Seth Gabel, et bien entendu en 2022 avec la série Monster, avec l'interprétation d'Evan Peters, une série qui n'est pas du tout passée pour les familles des victimes. Et je peux comprendre un petit peu. Quand tu sais par quoi le membre de ta famille qui est mort est passé, t'as pas envie de voir quelqu'un en tirer profit et de mettre ça en avant uniquement pour s'enrichir ou faire parler de ça. Non, ça je peux tout à fait comprendre. Là on est sur un... Là c'était vraiment too much. Il y a une différence entre une simple interprétation et vraiment une exposition qui retrace tous les faits avec plein de détails. Pour la famille, je peux comprendre que ça a été un deuxième traumatisme. Et cela ne s'arrête pas qu'au monde de la télévision. Ben oui, la littérature, la musique, l'art. Il y a des vingtaines, voire même des trentaines de références à ce tueur en série. Et même, bien entendu, toujours en rapport avec la série de 2022, ce fameux buzz médiatique qui a même conduit à certains enfants qui se déguisent en Jeffrey Dahmer pour Halloween. Là, je vais vous dire directement mon avis, ça c'était vraiment too much. Les parents, franchement, ils devaient pas avoir... ils devaient pas être aussi... Ils devaient être aussi cinglés que Jeffrey Dahmer. Hein. Il y a une différence à Halloween de se déguiser par exemple en Ghostface
ou en Leatherface, parce que ça, ce sont des personnages de fiction, bien que certains ont été inspirés par la réalité, oui, mais le personnage en soi, c'est un personnage inventé. Là, on est quand même sur un déguisement d'une personne qui a existé, un monstre qui a sévi et qui a fait énormément de mal. Un monstre particulièrement abominable. Il n'y a aucune fierté de déguiser son môme en Jeffrey Dahmer. C'est vraiment pour vouer vraiment un problème psychologique. Il faut vraiment pas être dans sa tête. Hein. Mais bon, là, je m'écarte un peu. Tout ce qu'on sait, c'est que Jeffrey Dahmer a vraiment marqué l'histoire par la cruauté de ses actes. Vraiment des actes abominables où il a réduit la vie humaine à un morceau de chair. Pour lui, ce n'était rien que ça. Et toujours sans aucune origine plausible. Il n'y a rien qui aurait pu prévoir ou expliquer ce passage à l'acte. Et c'est ça qui est terrifiant, parce qu'on peut se dire que du jour au lendemain, n'importe qui n'a pas eu de problème dans la vie ou n'importe quoi, peut devenir un véritable tueur en série. Et c'est ça qui est le plus terrifiant. Voilà qui conclut cette archive macabre. Et oui, là je crois qu'aujourd'hui ça va être une très très longue vidéo, clairement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère ne pas vous avoir rendu un peu trop malade. Moi j'avais quand même un seau à côté en coulisses si jamais besoin. Ne comptez pas sur moi pour faire un bonus de DVD, hein, pas moyen. Et j'en ai pas eu besoin, donc c'est déjà ça. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager et à vous abonner. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain, 15 h, pour une nouvelle archive macabre. Salut!